avec le collectif du côté de la science. Alors, avant de commencer, on va attendre que tout le monde se connecte. Je vois les connexions qui s'affichent, donc c'est parfait. Alors, avant de démarrer, hein, je vais attendre. Il y a un moment de flottement, je suis désolée, le temps que tout le monde se connecte. Bonjour à vous, c'est bien, on a des messages. Certains savent déjà utiliser l'outil Zoom. On voit que le confinement est passé par là et tout le monde sait utiliser. Alors, en même temps que, il y a ceux qui se connectent directement via le lien qu'on vous a envoyé par l'aide d'infos aujourd'hui, ceux qui se sont connectés directement sur le webinaire. On a aussi un live Facebook qui démarrera sous peu et qui va démarrer dès qu'on va commencer la visioconférence. Alors, c'est un exercice un petit peu particulier. Pour ma part, c'est la première fois que j'organise une visio comme ça avec des conférenciers et avec personne en face. C'est un petit peu particulier, mais je vois en tout cas qu'on a beaucoup de participants qui se connectent. C'est bien, c'est que ça intéresse et qu'on est dans le bon créneau de ce qu'on avait envisagé pour ce soir. On me dit dans l'oreillette que le live Facebook est lancé. Donc, on va pouvoir commencer cette conférence, visioconférence avec le collectif du côté de la science. Donc, bonsoir à toutes et tous, enseignants, AESH, personnel des écoles, parents d'élèves, tous ceux qui sont intéressés par ce que nous faisons ce soir et nous diffusons avec le collectif du côté de la science. Aujourd'hui, beaucoup de questions se posent sur l'école, comment fonctionne l'école sous Covid, comment on peut fonctionner en ce moment à l'école. C'est pour ça que nous avons demandé à un collectif du côté de la science de nous venir en aide pour pouvoir avoir des informations sur qu'est-ce qu'on sait précisément du rôle des enfants dans l'épidémie, comment se fait la contagiosité dans les écoles. Est-ce qu'il y a une forte contagiosité? Qu'est-ce qu'on risque avec l'école? Et est-ce qu'il n'y a pas un protocole? C'est vraiment l'objectif qu'on souhaite développer, c'est se mettre d'accord sur un protocole qui pourrait être mis en œuvre pour faire fonctionner l'école sous Covid, parce que nous le savons, nous en tant qu'enseignants, mais les parents le savent aussi, il n'y a rien de mieux que l'école quand elle fonctionne et quand elle fonctionne bien, et nous avons besoin que nos enfants aillent à l'école tous les jours. Nous savons que cette épidémie va durer, qu'elle durera et qu'il faut faire fonctionner l'école jusqu'au mois de juin 2021 au moins, et qu'elle ne doit pas, que les enfants ne doivent pas manquer des journées d'école. Pour cela, nous avons besoin que le protocole ne permette pas la diffusion du virus dans les écoles, qu'il n'y ait pas trop de diffusion à l'interne, mais aussi à l'externe, parce que vous savez, les enfants rentrent chez eux le soir et il y a potentiellement un risque. Donc, c'est important pour nous d'avoir un protocole, et on le verra là avec les différents intervenants. Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre dans les écoles pour que le protocole fonctionne? Alors, on verra avec nos trois intervenants. Je vous les présente tout de suite. Nous avons Christian Lehmann, qui est médecin généraliste, mais aussi écrivain, et qui publie régulièrement dans Libération. Il tient un blog dans Libération et il nous parlera tout à l'heure de ce qu'il a pu ressentir quand il est allé côtoyer depuis la rentrée de septembre des enseignants dans les écoles. Ensuite, nous aurons une intervention de Michael Rochois. Michael est médecin généraliste, et il nous parlera notamment de la contagiosité des enfants et du risque que l'on peut prendre à l'école et ailleurs avec les enfants qui sont... il nous expliquera tout ça tout à l'heure à travers un PowerPoint. Et puis, nous terminerons avec Eric Billy. Eric Billy est chercheur en immuno-oncologie, et il nous parlera notamment de toutes les questions d'aération dans les écoles.
Donc voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Donner des petites infos techniques. Alors, bien évidemment, il faut qu'on puisse débattre et vous pourrez poser vos questions dans le chat, donc dans l'onglet Converser de Zoom, là en bas. Si vous l'ouvrez, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat. Et puis, on a une équipe derrière nous qui va sélectionner les questions et puis nous y répondrons au fur et à mesure des interventions de nos intervenants. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que je vais pouvoir passer la parole à Christian. Si tu veux bien aussi, Christian, présenter le collectif du côté de la science et nous faire une petite présentation rapide de ce que c'est. Et puis ensuite, voilà, je te laisse la parole. Alors, je voudrais d'abord dire bonjour à tous, que du côté de la science, c'est un collectif informel. C'est des médecins, c'est des chercheurs, c'est des soignants qui se sont rencontrés, souvent virtuellement sur Twitter, qui ont travaillé ensemble, qui ont milité ensemble pour essayer de faire advenir certaines choses qui nous semblaient pouvoir, en tout cas on l'espérait, éviter une seconde vague. On n'a pas de but commercial et on n'a rien à vendre. Et dans mon cas, j'ai aucun lien avec aucune entreprise de pharmacie ou autre. Je dis ça parce que les complotistes sont partout et leur cerveau nulle part. On a affronté la première vague, nous les soignants, on a vu comment ça s'est passé et au moment du déconfinement, on a continué, un peu comme des soldats après la fin de la guerre, à regarder ce qui se passait. Et on avait ce côté un petit peu emmerdant de la sentinelle qui dit « mais je ne suis pas sûr que ça soit encore terminé ». Et donc, on regardait ce qui se passait en France, à l'international, on lisait la littérature internationale et on s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec la contagion des enfants et avec l'aérosolisation, deux choses qui n'étaient pas admises en France. Donc, pendant le mois de juillet, on a travaillé ensemble, on a fait une première tribune pour demander le port du masque en lieu clos. Et cette tribune a été publiée, Macron a demandé le port du masque en lieu clos, mais pas au travail. C'est-à-dire que le virus, il fallait s'en méfier dans une supérette, mais il ne fallait pas s'en méfier chez son employeur, ce qui permettait de ne pas trop embêter les patrons. On a continué à enfoncer le clou, et au moment de la rentrée scolaire, on était très embêtés, et on avait écrit ceci. Le protocole prévu pour la rentrée du 1er septembre ne protège ni les personnels, ni les élèves et leurs familles, et est insuffisant pour ralentir l'augmentation actuelle du nombre de nouveaux cas de Covid. Nous proposons de recommander le port du masque en lieu clos pour tous les élèves de plus de 6 ans et de leur distribuer des masques, d'appliquer les mesures d'aération préconisées pour les lieux clos professionnels en s'aidant d'appareils de mesure de qualité de l'air, de mettre en place au plus vite des procédures dédiées dans les zones de forte circulation virale, alléger les classes, en alternant présentiel et distance, limiter les contacts entre les classes, échelonner les récréations et la cantine, préciser la conduite à tenir lorsqu'un enfant ou un adulte est testé positif, etc., etc. À ces recommandations, le ministre opposait son assurance. Nous sommes préparés à tout et il a recommencé le 1er septembre avec un protocole sanitaire allégé. On est dans le pays où les effectifs sont les plus bondés d'Europe, mais on mettait fin à la distanciation physique en classe entre les élèves si elle ne permettait pas de faire rentrer tout le monde. Le 10 septembre, les agences régionales de santé indiquaient que les quelques masques en tissu qui avaient été distribués aux enseignants et aux élèves pauvres étaient insuffisamment protecteurs. Et au moment où le 21 septembre, les classes ont commencé à fermer par dizaines, Blanquer a décidé d'alléger le protocole et de faire en sorte que si on ne trouvait pas 3 cas positifs la même semaine dans des fratries différentes, on ne pouvait pas fermer une classe. C'était un moment où il fallait à peu près 5 jours pour pouvoir passer une PCR, 7 jours pour en avoir le résultat. Autrement dit, Blanquer avait eu ce qu'il voulait, une absence de fermeture de classe. Pas une absence de circulation du virus, mais une absence de fermeture de classe. Le 25 septembre, sans surprise, le milieu scolaire et universitaire devenait la première source de cluster en France. Et le 29 septembre, le ministre passait dans le Figaro pour dire « l'école n'est pas le nid du virus, on ne doit pas engourdir la société ». Et il se confortait avec un document de la Société française de pédiatrie qui s'arc-boutait depuis le début sur la doctrine selon laquelle le Covid-19 concerne vraiment très peu les enfants. Et le ministre disait donc « quelques médecins ne voulaient pas que l'école reprenne, moi j'écoute le Haut Conseil de santé publique et les sociétés de pédiatrie ». Ce qui était dommage, c'est que personne n'avait l'air de savoir lire l'anglais et de savoir lire la littérature internationale qui montrait qu'à l'international, on avait démontré depuis longtemps, malheureusement, la place des enfants dans les chaînes de contamination.
On a donc perdu comme ça 2 mois et est arrivé ce qu'on attendait qu'il arrive, que les écoles soient un lieu de circulation du virus qui permette à l'épidémie de reprendre à l'extérieur. Moi, j'ai voulu faire témoigner les personnels parce que mon boulot à Libération, ce n'est pas juste de faire mon petit journal de médecins écrivains confinés, mais c'est de laisser parler des collègues dans des services de soins palliatifs, des urgentistes, des réanimateurs, des infirmiers, des infirmières qui disent ce qu'ils vivent, des patients avec des Covid longs. Et j'ai juste fait un petit appel sur Twitter en demandant au personnel de l'Éducation nationale de me donner leur ressenti. Et je ne m'attendais pas à être submergé comme ça par autant de demandes, autant de gens qui se sentaient tout seuls dans leur coin et qui vivaient des situations absolument ubuesques, mais que je voyais se répéter sur l'ensemble du territoire. Donc tout ce que j'ai fait, c'est simplement leur donner la parole. Ça va être un espèce de mini Bourdieu sans prétention et sans compétences sociologiques. J'ai juste retranscrit ce que disaient les profs et ça a permis, j'espère, de sortir un peu de l'omerta et du déni. Voilà. Merci Christian pour ce témoignage. C'est vrai que si on écoute le ministre, les enfants seraient, on va dire, plus en sécurité à l'école que dans la famille. Hein. C'est ce qu'il s'évertue à dire, qu'il y aurait moins de risques dans l'école que dans la famille. C'est ce qu'on va essayer de voir avec Mickaël sur les risques de contamination. Je me permets, je pense qu'on verra pour les questions un peu plus tard, je pense. Il y a eu quelques questions, mais pas tant que ça. On y répondra un peu plus tard. On va déjà parler de la contamination et de la contagiosité des enfants, Mickaël. Pardon. Avec le micro, ce sera mieux. Bonsoir à tous. Je vais essayer de partager mon écran, faire ça bien, et donc parler effectivement de la contagiosité des enfants. Alors, excusez-moi, donc je suis le docteur Mickaël Rochois, je suis ancien chef de clinique à Lille et je suis membre du collectif du côté de la science, donc comme Eric et Christian, depuis août et du collectif Stop Postillon depuis mars, dont vous avez peut-être pu entendre parler à ce moment-là. Je n'ai pas de conflit d'intérêt financier avec les laboratoires pharmaceutiques. Pour l'instant, ça viendra bientôt. Normalement, je devrais bientôt en avoir, mais absolument rien à voir avec les masques, évidemment, et je n'ai aucun conflit d'intérêt politique. Donc, tout ce que je dirai n'est pas visé politicienne. Donc, je vais parler des chaînes de contact et contamination avec 5 grands points. Est-ce que les enfants de 3 à 11 ans sont contaminés? Est-ce que l'évolution des contaminés diffère des autres classes? Est-ce qu'ils peuvent faire des formes graves, des hospitalisations? Est-ce qu'ils sont contaminants? Et est-ce que leur pouvoir de contamination diffère là aussi des autres classes? Donc, vraiment partie contaminée, partie contaminant pour les 3 à 11 ans. Donc, contaminé, comme l'a rappelé Christian juste avant, le protocole sanitaire a été allégé à partir du 22 septembre et les enfants de 0 à 9 ans peuvent être contaminés. Alors, les données que je montre ici viennent du site Géode de Santé publique France. Vous pouvez très, très facilement les refaire, hein, Géode Santé publique France. Sur la gauche, vous choisissez Covid-19, les données de laboratoire, et puis le nombre de personnes qui sont positives en hebdomadaire, par exemple. Ici, par exemple, vous voyez les 0,9 ans, on était à 7300, ce sont les chiffres faits hier soir. Alors, on peut s'étonner, du coup, de ce que le ministre de la Santé, de l'Éducation nationale, pardon, Jean-Michel Blanquer, le 6 novembre, disait que les contaminations d'élèves et de profs étaient maîtrisées. Quand vous voyez à droite le graphique, on n'a pas vraiment l'air d'une maîtrise. La flèche pointe sur la rentrée scolaire. Hein. Et puis, il disait aujourd'hui, on est à 3528 élèves. Donc, vous devez vous dire, mais ce n'est pas normal, puisque juste avant, je vous ai dit qu'il y avait 7300, je crois, excusez-moi, je reviens, 7300 sur la semaine. Donc, si on regarde la journée d'hier, il y avait 1376 enfants de 0 à 9 ans qui étaient positifs sur une journée et 5637 des 10-19 ans qui étaient positifs là aussi sur une journée. Donc, on peut s'étonner que la somme de ces deux nombres qui doivent faire, je n'ai pas fait, mais on est à peu près à 7000 à quelques-uns près. Pourquoi le ministre de la Santé dit qu'il y en a la moitié moins, donc 50% qui ont un test positif, et surtout c'est très trompeur. Quand on dit aujourd'hui, vendredi, on est à 3528, si on est à 3728 par jour, c'est quand même très différent de 3528 depuis le début de la rentrée, par exemple, comme
cette phrase pourrait vaguement le laisser entendre. Donc, si on est à 3500 élèves par jour, c'est quand même quelque chose d'assez embêtant, mais en fait, on est à 7000. L'évolution est similaire aux autres classes d'âge, comme vous avez vu, sauf le creux de la semaine 39, comme vous avez vu tout à l'heure, il y avait un petit creux. Ce creux, on peut se dire que c'est sans doute ce qu'on pourrait appeler l'effet Blanquer, avec son allègement du protocole, puisque maintenant, les enfants ne sont plus contacts. Dans une classe, on ne fait plus rien tant qu'il n'y a pas 3 cas. Donc forcément, si on ne teste pas, on trouve moins. Et donc, chez les 10-19 ans, ça se voit également aussi, mais ça s'est principalement vu chez les 0-9 ans. Et pourtant, quand on regarde le taux de positivité, eh bien, le taux de positivité suit celui des 10-19 ans. Donc, je pense qu'il déjà, il y a un premier point ici, c'est redéfinir les enfants comme des contacts et désalléger le protocole. Donc, dès qu'un enfant est positif, il faut que les autres enfants dans la classe puissent être testés. La deuxième question, c'était est-ce qu'ils peuvent être, c'est la troisième question, pardon, est-ce qu'ils peuvent être hospitalisés et faire des formes graves? La réponse est oui. Et alors là, vous voyez par exemple les 0-9 ans en haut à gauche, il y en avait 106 qui étaient hospitalisés hier, dont 15 en réanimation. Or, c'est rare, effectivement, mais ce n'est pas 15 enfants sur toute la France, ce n'est pas 15 sur 4 millions, c'est pas. Quand c'est votre enfant, c'est votre enfant, c'est un enfant, ce sont des vrais enfants, quoi. Ce n'est pas une petite partie de tous les enfants, c'est 15 vrais enfants qui sont en réanimation. Et les 10-19 ans, il y en avait 62, donc, dont 5 en réanimation. Donc déjà, deux choses aussi, c'est que maintenant, il y a plus de 0-9 ans qui sont hospitalisés et plus en réanimation que les 10-19 ans. Alors, forcément, on est sur des petits chiffres, c'est un peu dur de faire des comparaisons. Ce qui est assez intéressant aussi à noter, c'est que les 0-9 ans, comme vous le voyez, eh bien, ils sont 15 et au maximum, en mars, ils étaient 20-25. Pour les 10-19 ans, ils étaient 20-25 également au maximum en mars, mais là, ils sont moins, ils sont plutôt 5-10. Et la différence dans ces deux classes d'âge, principalement, eh bien, c'est que les deuxièmes ont eu le port du masque depuis la rentrée scolaire, les premiers non. Est-ce que c'est seulement ça ou pas? On n'en sait rien, mais potentiellement. D'où l'intérêt de porter le masque, encore une fois, même si c'est éviter 10 réanimations à des enfants, c'est quand même assez important. Il y a moins d'hospitalisation que dans les autres classes d'âge. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait positif et notable. Au maximum, alors c'est donné de mercredi, mais on était à 7600 personnes de 80 à 89 ans qui étaient hospitalisées. Comme vous voyez, on a dépassé même la courbe de mars pour cette tranche d'âge. Et en réanimation, on a également dépassé la courbe de mars, puisqu'on était à 404 contre 300 en mars. Donc, on s'attend évidemment, qui dit réanimation, dit augmentation des décès à venir. Et comme vous voyez, la courbe n'est pas encore à son sommet. Donc, on attend beaucoup de décès et c'est vraiment quelque chose de dramatique et contre lequel il faut lutter partout. Et donc, partout, ça inclut également les écoles parce que les écoles, même si effectivement les enfants font peu de formes graves, sont peu hospitalisés, et c'est tant mieux, ils vont être un moteur de cette épidémie et ils vont entraîner des contaminations de personnes qui sont à risque, qui peuvent être les parents qui peuvent avoir une obésité, un IMC supérieur à 30, qui peuvent avoir un diabète, une BPCO s'ils sont fumeurs, un asthme, et puis ils peuvent transmettre également aux grands-parents, aux personnes de plus de 65 ans, qui peuvent les garder pendant les vacances pour des raisons professionnelles, par exemple. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ce que les enfants ne soient pas contaminés et contaminants, puisque ça va être ce qu'on va voir après, ils peuvent être contaminants. Alors, pourquoi a-t-on entendu dire que les enfants ne sont pas contaminés? Eh bien, parce que les études ont été principalement faites pendant le confinement. Et quand on regarde ce qui s'est fait ailleurs, eh bien, par exemple, aux États-Unis, les enfants représentaient 2% des cas positifs en avril, 2% du cas total de cas de Covid-19 et 11% en octobre. Donc, en avril, il y avait le confinement et quand on libère le confinement, eh bien, finalement, il y a un rattrapage. Les enfants se contaminent. En Israël, 8% des enfants testés étaient positifs et 6% des adultes étaient positifs entre janvier et septembre. Et en Suède, où les écoles sont restées ouvertes, eh bien, la séroprévalence était de 6,8% avant 19 ans et de 6,4% chez les 20-64 ans. Donc, si on laisse tout ouvert, si les adultes et les enfants ont le même potentiel de contamination, ils vont se contaminer. Bien sûr, en France, ça s'est passé différemment. Je montrerai après, mais globalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en France, en mars-avril, les enfants ne prenaient pas le métro pour aller faire leurs courses à Auchan, acheter du papier toilette qui manquait à la maison, pour revenir ensuite, et donc ils croisaient personne, finalement, ils restaient à la maison, donc ils croisaient que leurs parents. Donc forcément, ils étaient moins à risque de se contaminer, et on s'est retrouvé avec des séroprévalences chez les enfants qui étaient plus faibles en France. Les enfants sont moins souvent testés, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont... si on les considère pas comme des cas index avant 3 cas dans la même classe, forcément, ils sont moins testés. Ce que j'ai appelé l'effet Blanquer tout à l'heure avec cette vague. Ils sont plus souvent asymptomatiques aussi, ce qui fait qu'on les teste moins. Et puis, le couvinage nasal est perçu comme traumatisant. Donc, il est moins souvent fait et il est moins bien fait. Pour avoir déjà testé sur des tests antigéniques chez des adultes et des enfants, clairement, je pense qu'on le fait moins bien chez les enfants.
Et une étude en Bavière trouvait d'ailleurs qu'il y avait des taux d'anticorps qui étaient 6 fois supérieurs au taux de déclaration concernant les enfants. Donc les enfants sont contaminés, ils font peu de formes graves, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que nous vivons une situation qui est inédite. Donc on peut se baser difficilement sur les informations qu'on a des réanimations de mars, avril, mai, parce que quant au rôle des enfants dans la dynamique de transmission du coronavirus, parce qu'on est dans une situation tout à fait inédite. En janvier, ce que j'ai représenté en bleu sur ce schéma, c'est qu'il y avait assez peu de virus, janvier-février, mais il y avait les écoles ouvertes en présentiel. À partir du 17 mars, ça a fermé quand il y avait beaucoup de virus, puis le virus a diminué, la présence du virus a diminué. En 17 mai, ça a ouvert, mai-juin, c'était ouvert, mais il y avait peu de virus. Juillet-août, c'était fermé, le virus revenait. Et là, on est à une situation où en septembre-octobre, c'est ouvert et il y a du virus. Et la présence de coronavirus augmente et les écoles restent ouvertes. Donc c'est vraiment une situation qui est complètement inédite en France depuis le début de cette pandémie. On peut se poser la question, est-ce que les enfants sont contaminants ? On a entendu dire que les enfants ne pouvaient pas se contaminer. C'était un peu l'idée aussi. Les enfants de moins de 11 ans n'ont pas porté de masque puisque ils ne sont pas contaminants. En France, ce sont les enfants français de moins de 11 ans, des gens qui ne sont pas contaminants. On se basait par exemple sur cet article du 6 août du Centre de prévention et contrôle européen qui dit que quand ils sont symptomatiques, les enfants transmettent du virus dans des quantités similaires aux adultes et peuvent infecter les autres d'une façon similaire aux adultes. Mais il n'est pas connu, le pouvoir infectieux des enfants asymptomatiques n'est pas bien connu. Et donc, tout s'est basé sur cette deuxième partie de phrase, puisqu'on savait déjà que les enfants symptomatiques, ce qui représente à peu près au moins 50% des enfants contaminés, peuvent transmettre comme les autres. On s'est dit, comme souvent les enfants sont asymptomatiques, eh bien, ils sont probablement non contaminants. Et le CDC disait aussi que même s'il y a peu de cas qui sont documentés dans les écoles, ça peut arriver. Et ils sont difficiles à mettre en évidence à cause du nombre de cas d'asymptomatiques. Je vais vous montrer quelques études ensuite, après cette publication de l'ECDC. Par exemple, les contaminations entre enfants, oui, ça arrive. Dans ce cas en vacances en Géorgie, en juin 2020, eh bien, un moniteur de plus de 14 ans a transmis le coronavirus à plusieurs enfants. Et donc, ils ont testé tout le monde. Alors, il n'y avait absolument aucun respect des règles. Ils dormaient ensemble, ils vivaient ensemble, ils se lavaient peu les mains, il n'y avait pas de masque, etc. Et donc, quand on regarde le taux d'attaque, eh bien, 51% sur des 100 enfants de 6 à 10 ans étaient positifs. Donc, oui, bien sûr, les enfants se contaminent entre eux, quel que soit l'étrange d'âge. Et en fait, quand vous regardez le taux d'attaque des 6-10 ans, c'est même le plus élevé. Il est plus élevé que les 11-17 ans, plus élevé que les 18-21 ans et même plus élevé que les 22-59. Bon, là, les 22-59 ans, ils étaient peu nombreux dans ce camp de vacances, donc probablement peu représentatif. Une autre étude dont vous avez pu entendre parler, notamment voir ce graphique qui a pas mal circulé, c'est une contamination en école primaire dans l'Utah, avec 12 enfants qui ont transmis à 12 adultes, ce qui représentait 26% de leurs contacts. Parmi ces 12 adultes, d'ailleurs, un avait été hospitalisé. Un troisième exemple, cette contamination qui peut survenir aussi dans les foyers. Les enfants de moins de 12 ans représentaient peu de cas dans le Tennessee et Wisconsin. En avril-septembre 2020, 5 cas index qui avaient transmis, donc qui représentaient 5% du nombre de cas index, qui avaient transmis à 32 membres de la famille sur les 191, soit 17%. Les 12-17 ans représentaient 9% des cas index et avaient transmis à 16%. Donc vous voyez, finalement, ils représentent peu, mais ils transmettent finalement plus que ce qu'ils représentent. Enfin, ils contaminent toutes les classes d'âge, je vais bientôt arrêter là-dessus. Les 0-4 ans et les 5-17 ans peuvent transmettre la Covid-19 à toute la population, c'est-à-dire qu'ils peuvent transmettre à leurs grands-parents, 65-74 ans ou 50-64 ans par exemple. Donc dans un ordre d'idée, c'est à peu près 5-8%, 6-7%. Ils transmettent surtout beaucoup entre eux. Les 0-4 ans avaient infecté 23 de leurs 89 contacts, donc 26% de leurs contacts. Et puis les 5-17 ans transmettent dans des proportions similaires. Vous voyez, 6-13% des personnes qu'ils côtoient. C'est 6-10%, 5-10%. C'est à peu près ce qu'on retrouve partout. Vous voyez, 18-29 ans, c'est la même chose. Mais c'est aussi ce qu'on retrouve ici, partout. Tout ce qui est encadré en bleu. On est toujours à peu près entre 5 et 10%. Donc, les enfants de 3 à 11 ans sont contaminés. L'évolution ne diffère pas des autres classes d'âge, comme on l'a vu notamment en Suède, par exemple, 6,8 et 6,4% de séroprévalence quand on laisse tout ouvert. Est-ce qu'ils peuvent faire des formes graves? Oui, et rarement.
Ils en font un peu plus que les, excusez-moi pour l'erreur, c'est un peu plus que les 10-19 ans. Peut-être l'effet du masque chez cette deuxième classe d'âge. Ils sont contaminants même envers toute classe d'âge et leur pouvoir de contamination ne diffère pas des autres classes d'âge. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez ici mon mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et le lien vers l'article que nous avons écrit pour le collectif Du côté de la science. Merci, Mickaël, pour cette intervention très claire sur la question de la contamination. C'est vrai que ça nous fait du bien parce qu'effectivement, nous, on le dit et les enseignants le disent depuis un certain temps parce qu'ils ont vu des enfants contaminés. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure et puis Christian l'a dit aussi sur la question des tests, des enfants qui sont plus testés. Le protocole allégé du mois de septembre fait qu'il n'y a plus de contamination puisque en fait, on ne teste plus les enfants. Le risque avec le port du masque à partir de 6 ans là, qui va peut-être nous arriver, c'est qu'on ne testera même plus quand il y aura 3 cas positifs. Mais enfin, de toute façon, c'est difficile d'arriver à 3 cas positifs dans une classe parce que quand il y a un cas positif, les autres ne sont pas considérés comme cas contact. Je vais peut-être, avant de passer la parole à Eric, il y a eu des questions, notamment sur la question du masque chez les enfants. Alors, c'est nouveau pour nous depuis la semaine dernière. Vous avez vu aussi que dans les... ça a suscité beaucoup de réflexions de la part des enseignants parfois, mais souvent de la part des parents et qu'on a des collectifs de parents qui se montent un peu partout et qui mettent en difficulté les enseignants et les directeurs et directrices d'école parce que, bien évidemment, il faut le mettre en pratique dans les écoles et qu'on a des parents qui s'opposent à ça. Donc, je ne sais pas, Mickaël, si vous pouvez répondre à cette question sur le port du masque. C'est un élément, un geste barrière supplémentaire, on le sait. Il y a eu des questions notamment sur qu'est-ce qu'on fait des masques sales, la question d'Alice dans le chat. Est-ce que les masques sales, réutilisés, mal utilisés, peuvent être dangereux et comment on fait pour les faire porter aux enfants? Voilà, enfin, peut-être sur la question du masque à partir de 6 ans, puisque vous y étiez très impliqué sur cette question-là. Oui, franchement, le masque à 6 ans, c'est vraiment, vraiment une bonne chose. Il n'y a aucun effet indésirable qui a été montré sur le masque. Et on ne meurt pas d'asphyxie derrière un masque, sinon on aurait une grande pénurie de chirurgiens. Ce n'est pas la cause de la pénurie de chirurgiens, l'asphyxie derrière le masque. Les enfants peuvent le porter très bien. C'est ce qui est fait dans plein de pays asiatiques sans aucun problème, depuis des mois, même depuis l'âge de 3 ans parfois. Donc 6 ans, nous, on est quasiment des petits joueurs à côté de ça. Quand on dit 6 à 11 ans, ça veut dire aussi des enfants de 10, 9, 8 ans. Enfin, c'est pas que les 6 ans, on est d'accord, les 6 ans sont un peu limites, ils sortent de maternelle, ils arrivent. Voilà. Si dans une école primaire, il n'y a que les 6 ans qui le portent mal et qui ne le portent pas, et que tous les autres le portent, ça veut dire 80% des élèves d'une école primaire qui le portent. Enfin, il y a 2 semaines, on était à 0%, on était à 1%. Donc, vous imaginez le gain, c'est énorme. Et oui, bien sûr, le masque, c'est ce qu'on fait de mieux actuellement avec l'aération, et je laisserai Eric en parler bien mieux que moi. Pour lutter contre la Covid-19, c'est pas toutes les poudres de perlimpinpin qu'on a pu citer à base d'hydroxychloroquine, de remdesivir et autres choses qui permettent de lutter contre la Covid-19, ce sont ces masques. Donc la question de la contamination, c'est très simple. Admettons que je sois malade. Donc je suis cet enfant malade. Bon, j'ai plus de cheveux, mais je suis un enfant quand même. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais contaminer cette face blanche, la face interne de mon masque, en toussant dedans. Donc, si je ne l'avais pas, j'aurais disséminé des postillons et des aérosols partout. Donc, là, à la place, je vais les laisser à l'intérieur. Il y en a qui vont s'échapper, malheureusement, mais voilà. Ce qui veut dire aussi qu'en face de moi, il y a quelqu'un, un autre enfant, je vais me mettre de l'autre côté pour le jeu de scène, qui, avec son masque comme ça, avec la face externe qui est bleue, qui, elle, n'a rien, puisque celui qui est malade a tout laissé à l'intérieur de son masque. Si personne n'a de masque, c'est très simple, ça se propage de l'un à l'autre, d'accord. Et ce qui veut dire aussi que si un masque est sale, les masques ne sont pas censés être sales sur cette face-là. S'ils sont sales, c'est qu'il y a du chocolat ou j'en sais rien, mais ça, c'est pas très grave en soi. Ils ne peuvent pas être souillés avec du SARS-CoV-2, pas beaucoup en tout cas. Donc, il n'y a pas spécialement de risque d'infection. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les élèves lèchent leur masque, évidemment. Le seul risque que je vois avec le masque, c'est si les enfants se le partagent. C'est-à-dire que moi, je contamine et puis je le passe, je me suis trompé dans mon jeu de scène, mais je le passe à l'autre personne qui, du coup, va se contaminer avec la face interne de mon masque contaminé. Vous voyez. Mais les masques ne vont pas être souillés. Néanmoins, il faut les changer si possible au bout de 4 heures. Donc, toutes les demi-journées, il faut le changer.
Je pense avoir à peu près répondu. Oui, je pense, oui. Alors, effectivement, parfois, ça peut arriver. Je pense qu'il y a des petits malins qui vont s'échanger leur masque. Encore que, ils sont quand même, depuis 6 mois, les élèves sont quand même, voilà, ils voient leurs parents porter les masques, ils en voient un peu partout et ils sont, enfin, les enseignants aussi sont là pour les informer sur cette question-là. Donc effectivement, il y avait une question dans le chat sur la question, on a parlé beaucoup des 6-11 ans, la question des élèves de maternelle, qui sont des élèves de donc, 3-6 ans, la question de la contamination de ces élèves-là, est-ce qu'elle est... Oui, oui, elle existe aussi. Alors, honnêtement, on a déjà suffisamment lutté, je pense, pour imposer des règles à partir de 6 ans. Ça va être difficile, je pense, d'aller en dessous. En France, c'est clairement pas accepté à l'heure actuelle. Je vois plein d'autres questions aussi sur le côté, hein, mais Ouais, mais la question, ouais, sur la question des masques chirurgicaux, masques FFP2, juste peut-être un petit point pour vraiment que tout ouais. le monde soit bien au clair là-dessus. Ça, c'est un masque chirurgical. J'ai un FFP2 ici, excusez-moi 2 secondes. Hop. Euh, voilà, un masque FFP2, c'est ça, c'est un masque canard. Alors attention, on peut avoir des masques chirurgicaux qui ont cette forme de masque canard, c'est pas seulement la forme, hein, qui donne. Donc les masques FFP2, ce sont des dispositifs qui sont aussi forts que les masques chirurgicaux pour limiter la sortie, mais à la différence, ils sont en plus validés pour limiter l'entrée. Ça ne veut pas dire qu'eux, ils laissent tout passer, hein, ils limitent l'entrée, mais ceux-là, les FFP2, sont des équipements de protection individuelle, ce pas des masques chirurgicaux, ce pas un dispositif médical. C'est ce qu'on peut aussi trouver dans le bâtiment pour limiter l'entrée de poussière. Donc, ça limite vraiment l'entrée. Donc, les enseignants, les AESH qui sont particulièrement à risque, plus que des masques chirurgicaux, ce serait même bien qu'ils aient des FFP2. Éventuellement pour les enfants qui sont à risque, mais là, c'est vraiment autre chose. Et c'est quand même un peu plus difficile à tolérer. Là, pour le coup, pour les enfants, je pense déjà des FFP2 pour enfants, il n'y en a pas des masses en termes de production, et ce serait assez difficile à tolérer. C'est beaucoup mieux que tous les enfants portent un masque pour justement, dans un contexte altruiste, hein, vraiment pour protéger les enfants qui sont à risque, parce qu'on a tous, je suis sûr que Christian a aussi dans sa patientèle des enfants qui sont immunodéprimés ou qui sont très asthmatiques, qui peuvent être à risque de faire des formes graves. Très peu, mais encore une fois, 15 ans en réanimation hier, c'est pas zéro. Et puis que ces enfants évitent de transmettre ensuite à leurs parents, grands-parents à risque. Christian, je veux Question. répondre. Ouais. Je voudrais dire une chose, je lis un petit peu les questions du chat, je n'interviens pas, mais je vois quelqu'un, par exemple, enfin, je vois des gens qui posent des questions, est-ce que le masque humide est efficace? On en parlera. Mais je vois quelqu'un qui pose là, qui dit, vous êtes anxiogène et pendant ce temps-là, les enfants vivent de réels traumatismes. Bah, je sais pas, moi je suis médecin généraliste depuis 39 ans, donc des enfants, j'en vois depuis 39 ans. C'est la situation qui est anxiogène. Le traumatisme, c'est la Covid-19. Le traumatisme, c'est le fait d'avoir un membre de sa famille, qu'on se sente responsable ou pas, qui soit infecté. Donc notre but, c'est pas de tuer Noël, c'est pas de faire flipper les enfants. Notre but, c'est essayer d'éviter des contaminations. Donc soit on se réfugie tous dans le déni, on fait une blanquérite collective, soit on dit il y a un problème, comment on fait pour essayer d'éviter qu'il y ait des malades et qu'il y ait des morts et qu'il y ait des gens en réanimation. Alors, ça peut être considéré comme liberticide, mais non, nous, ce qu'on voudrait simplement, c'est que le ministère mette en place un protocole pour protéger les enfants. C'est quand même assez simple à comprendre, hein. On n'est pas là pour leur faire peur. Moi, j'écris des histoires pour leur faire peur, mais je les vends. Là, j'ai rien à vendre. Un masque, c'est pas marrant, mais je connais plein de gosses, je dis bien plein de gosses, les petits héros, etc., qui ont porté des masques depuis la rentrée de septembre. J'ai une amie qui est journaliste, son gamin, il a décidé de mettre un masque. Et il a fallu qu'il se batte pour mettre son masque, il l'a gardé, on l'a un peu enlevé, et puis maintenant tout le monde a un masque, et son institutrice lui dit, bah, tu étais juste un petit peu en avance par rapport aux autres. Alors je ne dis pas que c'est génial, je ne dis pas que c'est bien fait, j'imagine très bien les gosses qui touchent leur masque, qu'ils salissent, qui font des bêtises et tout. On fait ce qu'on peut. Ces gosses, on ne va pas leur mettre un coup de taser parce qu'ils ont touché leur masque. On essaye de limiter pour que s'il y en a un qui est malade, il ne contamine pas par aérosol toute la classe en l'espace d'une heure et demie. Le but, ce n'est pas de masquer leur visage pour le plaisir fasciste de masquer leur visage.
C'est parce qu'on aimerait éviter qu'ils soient malades, même si on l'a dit, ils font des formes bien moins graves que les adultes. Mais enfin, il y en a quand même des hospitalisés et quelques-uns en réa. Et surtout, ils sont un vivier pour contaminer des gens autour d'eux. Et je lisais aussi un autre truc sur le chat, il y a une dame qui disait, mais les enfants sont terrifiés de mourir ou que leurs parents meurent. Mais je le conçois. Mais ce n'est pas nous qui les terrifions en parlant de masque. C'est le fait de se rendre compte que leurs parents autour d'eux sont inquiets de ne pas comprendre pourquoi on leur dit de faire ci, pas faire ça, n'allez pas acheter telle course, mais allez quand même travailler. Les professeurs aussi, ils sont inquiets parce qu'ils savent que pendant un bon moment, ils ont été avec un pauvre masque, s'ils en avaient un, face à des enfants qui n'étaient pas masqués. C'est ça qui fait peur, c'est la situation qui fait peur. Voilà. Merci Christian pour cette précision. C'est vrai que je n'avais pas vu toutes les questions dans le chat, mais c'est bien de préciser aussi. Et puis, on l'a dit, dans les pays asiatiques, les enfants portent des masques depuis très longtemps, dès qu'ils ont un rhume, ou dès qu'ils ils sont malades. Et ils n'ont pas l'air d'être traumatisés et d'avoir des conséquences psychologiques chez ces enfants. Donc, bien souvent, on le sait en tant qu'enseignant, les enfants s'adaptent plus facilement que les adultes. Et bien évidemment, dans cette lutte de certains collectifs de parents qui militent contre le port du masque par les enfants, ce qui est dommageable pour les enfants, c'est que les enfants sont au cœur de ce conflit parce qu'il y a une réglementation qui dit à 6 ans, l'enfant doit porter un masque. Et c'est stigmatisant pour l'enfant si les parents sont en conflit avec ça. Donc c'est vraiment dommageable, surtout pour l'enfant. Et effectivement, la situation, elle est anxiogène pour tous. Elle est anxiogène aussi pour les enfants, mais c'est à nous, parents, enseignants, de réguler aussi toutes ces peurs et de faire avec. Mais on l'a bien dit, et c'est l'objectif de cette visio ce soir, c'est de mesurer tous les risques. Et les risques, s'il y en a à l'école, il faut pouvoir les mesurer, il faut pouvoir trouver un protocole qui permettra d'avoir moins de risques pour les parents et bien souvent les grands-parents, parce que effectivement, les grands-parents ont besoin aussi de voir leurs petits-enfants et il faut qu'ils puissent les voir lorsqu'ils ne sont pas malades. Et puis, je repréciserai aussi qu'on l'a dit, Mickaël l'a dit et Christian l'a dit aussi, la question des enfants asymptomatiques, c'est quelque chose qui est beaucoup, qui est repris beaucoup. On ne se rend pas forcément compte qu'ils sont malades parce qu'ils sont asymptomatiques. Et c'est vrai que là, du coup, la question du masque est importante parce que forcément, il pourrait ne pas avoir de forme grave. Je te repasse 2 minutes la parole pour ensuite laisser parler Eric. Je vais aller très vite parce que je regarde les questions. Il y a beaucoup de gens qui se disent « mais ces mecs sont hors sol, nous on est face à la vraie vie tous les jours, on voit des gosses qui n'ont pas de masque ». Et moi j'ai une amie qui est ASH qui m'a dit « mais moi je vois un gosse, il a le même masque, ça fait 3 mois qu'il a le même masque, il en a. On lui a dit il faut un le matin et un l'après-midi, il en a 2. Et je les reconnais, il y a celui qui est dégueulasse du matin et celui qui est dégueulasse du soir différemment. Donc là, il y a un vrai problème dont on a parlé, c'est le fait qu'il faut pouvoir fournir vraiment des masques aux enfants. Il faut savoir que les masques chirurgicaux, ça peut se réutiliser, mais pas n'importe comment. Moi, mes patients âgés qui ont peu de masques chirurgicaux, je leur dis de les mettre, je leur dis quand vous rentrez de vos courses, vous le prenez par les petites cordelettes, vous l'accrochez en hauteur, vous le laissez sécher. Sur la face externe, il va se nettoyer. Sur la face interne, s'il y a du virus, il va mourir comme sur la face externe. Et au bout de quelques jours, vous pouvez le réutiliser. Il faut juste le laisser sécher parce que le tissu qui est devenu poreux avec l'humidité reprend ses fonctionnalités. Alors bien sûr, vous n'allez pas l'utiliser pendant 6 mois parce que sinon vous allez puer de la gueule, ça va être monstrueux. Mais un masque, si vous avez 7 masques chirurgicaux, vous pouvez les utiliser en les entournant pendant un moment. Il faut aussi pouvoir expliquer ça aux parents, tout en sachant qu'avec les enfants, ça sera plus compliqué. Il faut aussi le faire parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi les acheter, ce que je comprends parfaitement. Oui, c'est vrai que nous demandons aussi à ce que l'éducation nationale fournisse, l'école est publique et toutes les fournitures doivent être fournies aux enfants à l'école publique et le masque ça fait partie des fournitures qui devraient être fournies par l'éducation nationale. Allez, on va changer un petit peu, mais pas trop de sujet parce qu'on va parler effectivement de l'aération et puis de la diffusion du virus par aérosol et je laisse la parole à Eric. Merci. Alors, je vais partager ça.
Voilà, je pense que ça doit marcher maintenant et on va passer en mode plein écran. Donc là, vous voyez mes diapos? Voilà. Donc voilà, je suis Eric Billy, je suis chercheur en immuno-oncologie. J'ai rejoint le collectif du côté de la science au mois d'août, au moment de sa création. Et donc, je vais présenter, parler un petit peu en fait de pourquoi en fait on met le masque. Parce qu'en fait, le masque, de quelque part, il a un rationnel, il est pour bloquer les postillons et les aérosols. Et donc là, on va parler de deux petits concepts assez simples, qui est que qu'est-ce que le postillon, qu'est-ce que l'aérosol? Le postillon, par définition, et l'aérosol, ils sont issus de votre bouche, mais ils viennent aussi de plus bas de vos poumons quand vous toussez ou même quand vous parlez. Et le fait de parler, mais même de respirer, vous émettez des microparticules liquides, des fluides qui sont aussi des fluides que vous avez dans les poumons, et donc en fait qui vont partir dans l'air. En fonction de leur taille, ils vont tomber plus ou moins rapidement autour de vous. Et c'est un petit peu ce qui est décrit dans la partie ici avec le schéma. Si vous avez des postillons qui sont de gros postillons, ils vont tomber parce que ils sont trop lourds. Ceux qui sont un peu plus fins vont rester dans l'air, et sur le fait d'être dans l'air, il va y avoir un mécanisme d'évaporation qui va faire qu'en fait, ils vont perdre l'eau, encore un peu d'eau, et ils vont devenir encore plus petits et encore plus sensible en fait à tous les mouvements d'air que vous avez autour de vous. On ne s'en rend pas compte, mais en fait, on baigne dans des mouvements d'air, et ils vont rester dans l'air, et ils vont certainement pouvoir être véhiculés au-delà des 1 mètre qu'on nous demande toujours dans la distanciation. Dans la plupart des pays, c'est quand même plutôt vers du 2 mètres, parce qu'on parle de 6 feet dans les pays anglophones. Et même au-delà de 2 mètres, en fait, on risque une contamination. Une des plus belles, certainement, publications au niveau de la transmission du virus par aérosol, c'est-à-dire ces toutes petites micro-gouttelettes. C'est certainement dans une chambre de patient qui était malade, effectivement en Chine, où ils ont retrouvé à 6 mètres du patient du virus, simplement, qui était capable encore d'infecter des cellules humaines. Donc ça, c'était un système pour démonstration, mais simplement pour dire que ce virus reste dans l'air. Il a une durée de vie dans l'air, et une partie de ce qui se passe, c'est qu'il reste dans l'air pour les toutes petites particules, les plus grosses particules tombent au sol. Donc en fait, elles vont être tout autour de nous. Donc, si on fait un petit schéma, on va se retrouver dans cette situation-là. Vous avez une personne qui est infectée ici, qui tousse, et donc va émettre en fait des postillons et des aérosols. Et ce qui va se passer, donc ces postillons, en fonction de leur taille, vont tomber tout autour tout de suite de cette personne. Donc, si elle est au bureau ou si elle est professeure à l'école, qu'est-ce qui va se passer? Ça va tomber sur son bureau, ça va tomber sur les enfants du premier rang et sur leur table. Et donc, vous avez cette partie-là. Vous n'allez pas nécessairement, ça ne se voit pas, mais ça va tapisser en fait toute la surface autour de la personne si effectivement les postillons sont gros. Après, pour les aérosols, ils vont diffuser très loin, et ça va être effectivement au proportionnel du temps que la personne reste dans la salle, la personne infectée reste dans la salle, ça va diffuser de plus en plus autour d'elle. Okay, si vous n'avez pas d'aération, on verra pourquoi, au final, ça va remplir toute la salle. Donc, on a plusieurs voies. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir plusieurs voies de diffusion aérienne et de contamination possible pour cette personne qui est là, qui peut être un élève, qui peut être un collègue de travail dans le même bureau, et qui, en fait, grosso modo, va se retrouver à devoir faire face à différentes voies de contamination. La première, évidemment, c'est le postillon direct sur la personne. Bon, là, en théorie, s'il y a un masque, on évite cette partie-là. Et vous avez aussi le contact, c'est-à-dire que cette personne-là touche quelque chose où des postillons sont tombés, les met à la bouche. Vous voyez aussi que là, avec un masque, vous allez avoir deux effets. C'est que le premier, et ce qui a été bien expliqué Michael, c'est le premier, c'est qu'en fait, la personne contaminée, si elle a un masque, elle empêche les postillons et une partie des aérosols de sortir. Et la personne, si elle a un masque, tous les gros postillons, en fait, elle sera protégée. On est d'accord? Surtout si elle a moins de 2 mètres. La deuxième chose, c'est que si vous avez un masque, votre capacité à mettre vos doigts dans la bouche ou un stylo dans la bouche, etc., va être quasiment possible, puisqu'en fait, vous allez vous apercevoir physiquement que vous avez un masque, et donc ce geste qu'on a parfois réflexe ne va plus être possible. Et donc après, vous avez effectivement, parce qu'on a touché quelque chose de souillé et de contaminé avec les mains, l'utilisation de « je me lave les mains », j'utilise un gel hydroalcoolique. Ça, c'est un moyen effectivement aussi de se protéger. Encore une fois,
si vous avez un masque et que même si vous avez les mains contaminées, vous apercevrez par vous-même en fait que vous ne mettrez pas vos doigts dans votre bouche. Un point important pour les écoles, qui est en fait la contamination issue par les toilettes, l'utilisation des toilettes. 30% des patients qui sont contaminés ont en fait des syndromes gastro-intestinaux. Ça veut dire qu'en fait, si vous n'avez pas de... c'est un peu effectivement descriptif, mais lors quand vous tirez la chasse d'eau, vous générez en fait une quantité d'aérosol qui est assez importante. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir avoir un système d'aération dans les toilettes très important. Sinon, les toilettes vont devenir un lieu clos de contamination assez impressionnant. Et dans les toilettes, tout le monde y passe. Dans la journée, c'est un peu naturel. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que définitivement, dans les toilettes, portez votre masque et nettoyez-vous bien les mains parce qu'effectivement, c'est une zone potentiellement à haute contamination. Donc, en fait, dans ce schéma-là, on a deux choses. On a à gauche, comme je l'ai expliqué, vous avez une personne qui est contaminée, les postillons qui sont lourds tombent, les aérosols qui sont beaucoup plus fins, et comme vous voyez, ils sont de plus en plus fins et ils dispersent dans toute la salle. Et si on ne change pas l'air, au bout d'un moment, en fait, la salle va être remplie de postillons potentiellement contaminants. Donc, en fait, ce qui se passe, là, c'est une des solutions simples, c'est l'aération. Donc, si vous avez une VMC qui est un peu qui a été représenté ici, c'est que vous amenez de l'air frais et vous évacuez à ce côté-là l'air vicié. Et donc, comment on peut faire l'aération? Puisque dans les classes, vous n'avez pas capacité d'avoir une VMC double flux parfaite, dernier cri partout. Donc, en fait, il y a différents systèmes. Je pense que là, la première, vous en avez tous entendu parler, c'est le système allemand où, en fait, très pragmatique comme à leur habitude, c'est-à-dire que on va faire le truc le plus simple. En fait, on ouvre les fenêtres 3 à 5 minutes toutes les 20 minutes, indépendamment de savoir si on a une VMC ou pas. De toute façon, ça ne perturbe pas la VMC d'ouvrir les fenêtres. Et on le fait systématiquement de façon à de changer l'air en fait de la salle. Et on verra, c'est très efficace, ça va très vite. Évidemment, s'il y a une VMC qui est installée, les services techniques doivent la mettre en place. Il y a des recommandations de l'OMS qui dit qu'en fait, il doit y avoir 6 ACH, donc 6 en fait renouvellement du volume d'air de la pièce par heure. Voilà, votre pièce elle fait 50 mètres cubes, vous devez avoir un renouvellement sur une heure de 300 mètres cubes, 6 fois 50 mètres cubes. Un moyen de vérifier la qualité de l'air, et donc là, en fait, la capacité de l'air à s'être enrichi en particules, parce qu'en fait, quand je parle et quand je respire, quand tout le monde respire, même s'il y a quelques personnes qui sont contaminées, un moyen de calculer si on a une bonne aération, c'est simplement de mesurer le CO2. D'accord ? Plus la salle est aérée, moins le CO2 va augmenter dans la salle, puisque l'air va être renouvelé, et plus la concentration CO2 dans la salle sera proche de l'air extérieur dans la cour, par exemple, puisque de toute façon, il y a un flux. Donc, si vous avez un détecteur de CO2, ça vous permet, on va le voir dans un graphe, ça vous permet en fait de détecter très rapidement l'évolution de la qualité de l'air et à quel moment il devient urgent d'aérer. Vous pouviez utiliser des ventilateurs pour générer un flux contrôlé d'air, ça veut dire amener de l'air frais dans la pièce et expulser l'air de la pièce vers l'extérieur. On peut utiliser aussi des purificateurs, et ça c'est décrit, dans les espaces clos peu ventilés, c'est-à-dire les espaces où, de fait que ce soit des étages, qu'on ne puisse pas ouvrir les fenêtres à cause de la sécurité, ou que, à ce moment-là, il faut mettre en place effectivement possibilité d'utiliser des purificateurs. Un point très important et que Michael a mentionné, c'est que le risque il est accru au moment de la prise des repas. Ça veut dire qu'en fait, on perd tout l'intérêt de porter le masque dans la classe, d'aérer, si au moment du repas, on arrive, on va dans une pièce, il y a autant d'enfants, voire plus, tout le monde braille, et en fait, tout le monde enlève son masque. Donc, en fait, c'est clairement important, c'est de se dire que le moment du repas doit être aussi un moment où les flux de personnes doivent être gérés, où effectivement, on doit être dans une densité de population la plus faible possible, et où potentiellement, une fois, le masque doit être enlevé juste pour manger, et après être remis. Et on doit aussi s'adapter. Je pense que ça, c'est aussi un leitmotiv qui est très important, c'est qu'il est évident qu'il n'y aura pas une solution bonne pour tout le monde. Parce qu'en fait, tout dépendra du lieu, du bâtiment et de l'établissement dans lequel vous vous trouvez. Donc, en fait, ça sera obligatoirement une solution locale qui devra être trouvée. Augmenter le nombre de salles qui font réfectoire, gérer les flux, tout ça, c'est effectivement une réflexion à avoir au sein de chaque établissement, mais c'est la solution. La solution, c'est donc sécuriser, sanctuariser les classes, mais aussi sécuriser, sanctuariser la prise du repas.
et c'est ce que j'ai dit dans ce qu'on a mis dans ce point-là, c'est privilégier les adaptations des lieux. Ça, c'est réellement un espace clos. Donc, l'aération. Pour la qualité de l'air, on utilise donc le CO2 comme un indice. On sait que la concentration en CO2 dans l'air, à peu près 450 ppm dans nos villes, d'accord. On sait qu'entre 800 et 1000, on est dans une concentration qui est de bonne qualité pour vous, pour votre neurone, votre capacité à être attentif, mais deux aussi en fait comme un indice et indicatif de la capacité en fait de contamination par les aérosols. Ça veut dire qu'à peu près à ce niveau-là, il va falloir, au-delà, dès qu'on dépasse 1000 ppm, il va falloir aérer. Alors là, il y a des petits graphismes qui vous donnent à quoi ressemble un détecteur de CO2. Il y en a différentes tailles, différentes manières. Ce qui est important de voir, c'est en fait sa sensibilité. Ça veut dire que, sachant qu'il va falloir entre 800 et 1000 ppm, qui est la valeur à partir de laquelle il va falloir se dire j'aère, il ne faut pas que votre détecteur de CO2 ait une sensibilité de 200 ppm, parce que sinon, vous allez commencer à avoir un problème. D'accord, vous risquez de commencer à vouloir aérer quand vous serez à 1500. Voilà. Et donc, ça, c'est un des contributeurs au groupe aéroventilation du côté de la science qui, effectivement, nous a donné en fait, cette courbe-là. Donc, en fait, vous avez ici une classe de 73,83 mètres carrés. Vous avez le nombre d'élèves et 2 heures de cours. Et ce que vous voyez bien, c'est qu'au tout départ, vous voyez, on est à 500 ppm. C'est la concentration en CO2. Et il est 8h40. Et vous voyez qu'en fait, tout au long du cours, très, très gentiment, on monte jusqu'à 2800 ppm en l'espace de 1h30. D'accord ? 1h20. Qu'est-ce qui se passe ? On ouvre les fenêtres à 10h10, on ouvre les fenêtres, et à 10h14, on est retombé à 600 ppm. Donc en fait, si on suit le protocole qui est donné par l'Éducation nationale, on aère avant, on laisse le cours pendant 2 heures, hein, par exemple. Alors imaginez à 2 heures, on aurait certainement monté beaucoup plus, mais là, en 1h30 de cours, là c'est la fin du cours, on rouvre les fenêtres pour la fin du cours, on s'aperçoit qu'effectivement, en 10 minutes, on est retombé sur la bonne concentration. Donc du coup, en fait, pourquoi en fait, ne pas avoir aéré ? Et c'est là on s'aperçoit que c'est quand même pertinent d'aérer toutes les 20 minutes, puisque là, en 20 minutes, il serait à 9 heures. À 9 heures, on serait à peu près à 1000 ppm. Les Allemands ne sont pas complètement pragmatiques, il y a quand même de la science derrière. À 1000 ppm, qu'est-ce qu'on fait ? On aère. 3 à 5 minutes, il n'y a certainement pas de problème. On le voit ici, 3 à 5 minutes, on passe de 900 à 720. Ça va aller très, très vite, d'accord ? Et hop, on continue notre cours. Et dans ces cas-là, à ce moment-là, on aurait, en faisant ces systèmes d'aération-là, on aurait une espèce de vaguelette où on oscillerait entre 500 et 1000 ppm, et donc avec une qualité d'air qui exposerait beaucoup moins les enseignants et les élèves. Voilà. Le purificateur, j'en ai parlé, c'est pour les lieux difficiles à ventiler, c'est vraiment on va dire la dernière solution. La meilleure solution, c'est de trouver des locaux qui puissent être mieux ventilés. À savoir aussi qu'il faut utiliser les modèles avec filtre EPA. Ça veut dire que si vous n'avez pas de référence sur le ventilateur, vous ne l'utilisez pas sans qu'il ait été certifié. La deuxième chose, c'est les ventilateurs. Les ventilateurs sont là donc pour faire rentrer l'air frais de l'extérieur dans la salle et pour expulser l'air vicié de la salle vers l'extérieur. Dans les couloirs, et dans le couloir, il y a une autre fenêtre qui est ouverte pour expulser l'air. Voilà. Et tout ça, vous allez sur le site et en fait, on ne l'avait pas fait la dernière fois, mais je vous le mets ici. Donc, vous avez plusieurs ressources sur le site. Vous avez la veille, qui est une veille scientifique avec beaucoup d'articles, alors médicaux, mais il y a aussi qui sont en lien ou pas avec l'aération, en lien ou pas avec l'éducation, mais vous pouvez y trouver votre bonheur. Vous avez des documents à télécharger et vous avez aussi des outils d'estimation du risque. Donc, c'est-à-dire que vous rentrez les paramètres de votre salle et vous pouvez estimer en fonction du nombre de personnes qu'il y a à l'intérieur, la capacité d'aérer ou pas. Vous pouvez estimer à quel moment, en fait, il va falloir, si vous avez capacité d'aérer votre salle, à quel moment il va falloir aérer. Et donc, ainsi, par exemple, vous allez là, par exemple, une des ressources à télécharger, c'est la qualité de l'air en version courte. Ça peut être effectivement distribué à tous les professeurs. La version longue, elle est plus fouillée, on va dire. Ça peut être effectivement pour les services techniques et puis aussi pour la direction. Vous avez aussi des checklists qu'on peut mettre pour vérifier un petit peu comment bien faire dans la salle. Des checklists, un exemple est ici, comment se comporter, comment assurer une bonne qualité d'air. Voilà. Et je crois qu'avec ça, je termine. Voilà, ça c'était un exemple de la veille scientifique et donc vous voyez, c'est en français et en anglais et vous pouvez y avoir accès. Il y a des catégories de filtration sur le côté, vous voyez, il y a école, enfant, enfin, il y a moyen de trouver des informations. Et
comme dit par Michael, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter. Voilà. Merci Eric pour cette présentation. C'est vrai qu'on le voit, le protocole actuel dit qu'il faut aérer 3 fois par jour les classes. On voit bien là avec cette présentation que ce n'est pas suffisant, et dans un protocole qui pourrait être renforcé et qui pourrait permettre ça, il faudrait effectivement qu'il y ait plus d'aération. Alors on le sait, nos écoles ne sont pas forcément bien équipées, on sait qu'on a des problèmes d'ouverture parfois de fenêtres qui s'ouvrent en oscillobattantes, qui ne permettent pas d'avoir. Mais là, on a des techniques qui permettent d'aérer, qui permettent de mieux avoir de l'aération dans les salles de classe. Alors, j'ai noté quelques questions. Je vais relayer les questions des enseignants de maternelle qui sont présents ce soir et qui posent beaucoup la question, parce que d'abord, en maternelle, il y a beaucoup d'élèves dans les classes. On a des fois des classes assez chargées en maternelle, que les enfants ne sont pas masqués, que les enfants sont souvent enrhumés, qui toussent souvent beaucoup, ils mettent les choses à la bouche, et que quand on est enseignant maternelle, on a souvent une petite troupe d'enfants qui se tient à côté. On est dans des moments collectifs de regroupement où on chante, où on fait des activités, où les enfants s'expriment beaucoup. Et puis, il y a la question aussi de la sieste l'après-midi. Et parfois, ils sont nombreux dans le dortoir. Est-ce que tout ça, c'est un facteur de diffusion du virus? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire effectivement pour que ces enfants… Alors, on sait, je ne reprends pas la question du masque, parce qu'elle n'est pas en débat, en débat entre nous ce soir sur la question du masque en maternelle. On a vu la question de l'aération. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous, par rapport à ces enfants-là? Alors, ouais. Oui, je suis toujours en ligne. Alors, l'aspect pour j'ai bien vu, parce que j'ai vu qu'effectivement, bonjour, j'ai un dortoir de 35 enfants. Ça, c'est clair, on arrive sur des questions concrètes. Je pense que là, il faut assurer une aération avant qu'ils passent à la sieste, certainement couplé avec un système pour faire circuler l'air en dehors de la classe, pour l'évacuer en fait vers le couloir et vers une fenêtre qui est ouverte plus loin. Je vois à peu près que c'est avoir un détecteur CO2 pour s'assurer qu'en fait la qualité de l'air reste de bonne qualité malgré 35 enfants qui dorment. Après, j'ai plus de souvenirs parce que moi, mes enfants sont un tout petit peu plus grands, mais bon, ils portent le masque, donc il a au-delà de 10 ans, 6 ans, pardon. Mais je pense qu'il y a cette solution. Je pense que pour toutes, comme je l'ai dit, en fait, il faut essayer de trouver avec les mairies, les régions et les départements des solutions pour vérifier, en fait, en fonction du type de salle, quel est le moyen le plus adapté, en fait, pour que la salle devienne réellement sécurisée et ne soit pas un lieu, en fait, de concentration d'aérosols. Je ne dis pas qu'il y a une solution facile pour tout, loin de là, mais je pense qu'en fait, comme disait Christian, c'est pas en étant dans le déni du risque qu'on va améliorer la situation. Je pense que sinon on va se retrouver en fait devant les enfants feront pas des formes graves, mais en fait si tous les profs sont malades, on n'y gagne pas grand chose, quoi. Donc, purificateur pour les lieux vraiment, vraiment clos. Sinon, essayer d'aérer. Après, je ne me souviens pas comme ça de but en blanc, comme je disais, le mien, mon dernier, il est un peu plus grand. Il ne fait plus trop la sieste. Mais je ne sais pas quelle est la durée de la sieste. Vous avez vu un petit peu sur les courbes. Après, ça, c'est une courbe avec des étudiants. Je pense que les enfants émettent un peu moins de CO2 puisque c'est au prorata de leur capacité pulmonaire. Donc, en plus, ils dorment, ils respirent un peu plus lentement. Donc, c'est quelque chose à tester. Réellement, je n'ai pas de réponse de but en blanc, mais je pense que réellement, il y a le service technique de la ville ou de l'éducation qui doit aider à ce niveau-là, quoi. Encore une fois, nous, on informe, on apporte des sciences, on n'est nécessairement pas là pour pouvoir aller vérifier toutes les salles. Merci Eric. Christian, une précision? Je lis les questions, je vois les inquiétudes des gens, ceux qui posent des questions. Qu'est-ce qu'on fait à la piscine? Comment on fait pour amener les enfants à la piscine? Moi, je n'ai pas la réponse, j'espère qu'un de mes collègues pourra répondre. Il y a ceux qui disent, vous avez beaucoup parlé de ce qui se passe par l'air, mais pas de la manipulation. Donc, Eric en avait parlé un petit peu, Michael aussi, je crois. Ça passe aussi par les mains, bien sûr. Ça passe aussi par les mains, donc il faut se laver les mains aussi souvent que possible, ce qui n'est pas facile pour les enfants. Et il y a ceux qui nous posent des questions difficiles, oui, c'est comment on fait pour les maternelles, comment on fait jusqu'à 3 ans.
Je n'ai pas d'idée, on n'a pas d'idée surtout si le prof est face à ses enfants qui ne peuvent pas être masqués, qui sont sur lui ou sur elle. Il y en a un qui tombe, on lui fait un câlin, il a fait tomber quelque chose. On est obligé, si j'ose dire, d'être proche de ses enfants. Peut-être que ces profs doivent avoir au minimum, je dis bien au minimum, un très bon masque chirurgical et en avoir un le matin et un le soir, et que c'est à l'éducation nationale de lui donner. Des FFP2, on peut toujours rêver, je ne suis pas sûr qu'il y en ait assez pour tout le monde, même pour les soignants. Mais voilà, on n'a pas, je veux dire, on ne descend pas là du ministère en vous disant voilà ce que vous allez faire. Il y a des gens qui disent oui, mais personne ne va payer. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, mais pour vos amis, on vous dit ce qu'il faudrait faire. Donc, et c'est comme quand on dit ouvrez la fenêtre et quelqu'un dit mais ma fenêtre ne s'ouvre pas. Ben, je suis d'accord, mais je suis nul, donc je ne peux pas venir réparer. On vous donne juste des pistes et ensuite vous en faites ce que vous pouvez. On peut répondre à des questions. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un masque, même un petit peu sale, que pas de masque du tout? Oui, mais je ne peux pas répondre à la question de savoir où Blanquer va trouver les sous pour mettre un purificateur dans la pièce du fond où il n'y a pas de fenêtre. Ça, on ne sait pas faire. Mais merci Christian, parce que c'est à nous maintenant, en tant que syndicat et au SNUIPP, on défend un certain nombre d'idées, et notamment sur la question du protocole, hein, sur la question de l'aération, la désinfection. Hein, je vais passer la parole à Mickaël, mais la question de la désinfection est très importante. Je vais relayer la question sur la piscine parce que depuis lundi dernier, on a énormément de questions sur les sorties piscine parce que les enfants sortent masqués, mais ils sont dans des cars où ils sont pendant un temps donné dans un espace clos, pas forcément aéré. Ensuite, ils arrivent à la piscine, les vestiaires sont très petits, donc il y a une promiscuité et là, les enfants n'ont plus le masque. Donc là, ça pose question aux collègues. Et puis après, les enfants dans la piscine, forcément, se côtoient de façon très proche. Donc on a eu beaucoup de questions sur la question de la piscine. Alors, sur la question des moyens, je vais passer la parole à Mickaël, mais juste une réponse sur la question des moyens. La question des moyens, c'est à nous aussi, en tant qu'enseignants, de se responsabiliser et de revendiquer et de porter ces questions des moyens auprès du ministère. C'est ce que le SNUIPP fait et c'est ce qu'il portera d'ailleurs demain lors de la grève sanitaire. Hein. C'est aussi pour ça qu'on appelle à la grève demain. Ça fait partie de ces revendications que l'on porte et c'est à nous aussi de faire bouger les choses pour que le ministère réponde. Et bien évidemment, les apports scientifiques sont des apports pour que nous, on puisse apporter aussi des réponses. Maintenant, je passe la parole à Mickaël sur la désinfection peut-être des choses et puis la piscine. Oui, je peux répondre sur la piscine, ça va être très très disruptif, hein, attention, on peut annuler la piscine, je pense, vraiment. Je pense que ça n'a vraiment aucun intérêt aujourd'hui de dire qu'il faut à tout prix que les enfants apprennent à nager cette année avant mars 2020. Enfin, on fera une double session de piscine l'an prochain si vous voulez, mais j'en sais rien. Mais je pense que vraiment, c'est pas l'urgence. Et effectivement, c'est très compliqué la piscine, puisque vous avez tout cité. Vous avez cité le bus, vous avez cité les vestiaires, vous avez cité on va pas nager avec un masque. Et puis, de toute façon, même du vestiaire à la piscine, ils vont pas porter leur masque et le déposer au bord de la piscine pour le reprendre après. Enfin, il y a 1000 problèmes avec la piscine. Je pense que le plus simple, c'est de l'annuler, quoi, c'est tout. Enfin, il n'y a pas d'urgence à ça. Il y a d'autres sports qui peuvent être faits. Il faut privilégier les sports en extérieur. J'entends aussi à côté dire que le gel serait interdit pour les enfants. Non, pas du tout. C'est pas interdit. Enfin, c'est pas les gens qui disent que c'est interdit. C'est qu'on leur a dit que c'était interdit. Et la troisième chose, c'est sur la désinfection. Le manuportage, ça existe. Probablement, on ne connaît pas bien la part du manuportage. Quand même, globalement, c'est un virus respiratoire majoritairement, donc ça se transmet par voie respiratoire. Vraiment, le principal, ça va être le masque. On se lave les mains entre deux autant que possible. De toute façon, si vous avez une protection ici, bon, ça peut pénétrer par les yeux, mais enfin, bon, globalement, vous aurez déjà pas mal protégé en sortie et en entrée du virus. Donc, je pense que voilà, globalement, et plus à l'aération pour liquider le virus qui est dans l'air. Christian, une remarque. Non, c'est pour te demander, il y a beaucoup de personnes qui posent les questions, par exemple les dames qui sont obligées de nettoyer, etc., qui posent la question, est-ce que je dois tout nettoyer, les surfaces, les objets que les enfants touchent, etc. Je vois qu'il y en a plusieurs qui ont posé la question. Ouais. Est-ce que je peux simplement laisser certains de ces objets que les gosses ont touchés ou certaines de ces surfaces à l'aération plutôt que de nettoyer tous les stylos et tout? Je n'ai pas la. Je pense qu'il n'y a pas de réponse définitive. Et puis ça va être difficile ici dans cette vidéo filmée, potentiellement retranscrite, d'aller à l'encontre des protocoles en disant vous pouvez vous relâcher un peu là-dessus. Je pense qu'on en fait beaucoup sur le manuportage et sur le nettoyage. Il faut faire ce qui est recommandé, ce qui est pesable, mais
de toute façon, globalement, ça reste un virus respiratoire qui se transmet. Quand les personnes sont présentes, on se contamine peu. Nous, de toute façon, en tant que médecin, on a peu de gens qui nous disent oh, je ne sais pas du tout comment je me suis contaminé. En fait, ils se sont contaminés, ils ont croisé quelqu'un qui était positif, ils ont mangé avec. C'est un énorme classique. Donc, les cantines, clairement, c'est un vrai problème. D'où l'idée de manger en classe. Hein. Je pense que c'est vraiment important pour ne pas mixer les gens à ce moment-là, parce qu'ils vont enlever le masque, ils vont postillonner partout. Hein. Donc, vraiment, souvent, c'est en mangeant, en parlant, en allant croiser des gens, partageant, pour les adultes, partager un café les uns avec les autres, principalement. Alors, je reprends sur la question de la distanciation physique parce que nous, au SNUPP, on milite beaucoup là-dessus parce qu'effectivement, on a des classes qui sont chargées avec donc, des enfants potentiellement proches dans les classes et que le protocole ne dit que, dit qu'on doit mettre de la distance, si possible, entre les enfants. Donc, on sait, et notamment là pour la maternelle, que si on avait moins d'élèves dans les classes, on aurait forcément une distance plus importante entre les élèves et ça devrait diminuer le risque de contamination, on va dire. Christian, oui, je vois que tu lèves la main. Je vois plein de questions, je vois des gens qui... Je réponds très vite parce que je vois Allez, des gens qui sont emmerdés, ouais, qui doivent avoir peur pour pas grand-chose, donc on peut le dire. Est-il risqué de corriger ah oui. chez les cahiers? Je suis pas savant, mais non, simplement peut-être que les fiches, est-ce que vous ramenez, vous le mettez dans un sac en plastique, ensuite vous l'aérez quelque part chez vous et vous faites attention ensuite de travailler sans lécher les trucs, etc. Si vous avez les mains propres, si vous faites attention, si vous ne touchez pas votre visage avec vos mains, le virus ne va pas sauter du papier et en plus, il a eu le temps de mourir tranquillement pendant la nuit. D'accord ? Donc, faites attention à ce que vous respirez, essayez d'aérer autant que vous pouvez, mais ce que vous véhiculez de là-bas ne porte pas plus de virus que le journal que vous allez peut-être acheter ou un truc. Et il y a peu de... je veux le dire, en Chine, ils avaient vu qu'il y avait très peu de contamination indirecte. C'est vraiment une contamination d'homme à homme, enfin de personne à personne, par la respiration, par le fait de s'embrasser, de se toucher. Mais les objets, la contamination par les objets, si elle existe, elle doit être absolument exceptionnelle. Donc, faites gaffe, moi je ne sais pas tout, mais ne vous pourrissez pas la tête en regardant la feuille le tas de copies encore pire que d'habitude en vous disant « Mon Dieu, je n'ai pas envie d'y aller ». Non, non, il faut les corriger, je crois. Alors, il y a une question de Pascal qui dit combien de temps pour que le virus soit inactif? Il y a eu beaucoup de discussions comme ça lors de la première vague. Il est pour mourir à l'air libre. Ouais. Si vous allez sur le site, il y a des modélisateurs de temps. Donc, vous rentrez la température, l'hygrométrie, etc. Oui. C'est sur un site. Alors, c'est en anglais, c'est sur le site américain, mais c'est même donné. Et en fait, si c'est à l'extérieur, même en fonction des UV, vous avez un impact. Mais je veux dire, ça compte en voire quelques dizaines de minutes, un maximum quelques heures. Et juste pour rebondir à ce que disait Christian, il y a quand même de fortes chances que les gens, quand vous avez des contaminations indirectes, c'est ce qu'on parlait, c'était sur de la nourriture contaminée. Je veux dire, le cuisinier qui ne porte pas de masque et qui éternue au-dessus du gratin de pâtes, s'il le redonne aux enfants qui en mangent, potentiellement, on peut avoir un souci. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, porter un masque, comme ça, c'est les règles sanitaires, c'est important. C'est un autre exemple. Et pourquoi, en fait, la partie alimentation, c'est réellement encore le point un petit peu un souci à l'école, quoi. Une fois qu'on a réglé le problème de la classe. On a deux questions, je pense qu'on peut répondre. Ouais. Une activité sportive en extérieur sans masque est-elle dangereuse? Non, vraiment, tout ce qu'on est en extérieur, à la rigueur, c'est peut-être le moment où on peut retirer le masque parce qu'il y a une VMC extérieure qui est géniale. Le dehors, quoi, ça fonctionne très bien. Donc, si vous avez une bonne distanciation, 2-3 mètres, il n'y a pas de souci. Si vous êtes par contre dans un marché, tout le monde collé les uns au-dessus des autres avec des légumes et tout, là c'est surpeuplé. Donc, il faut mettre des protections, un masque, etc. La deuxième question, avant de passer la parole à Christian, c'était combien de temps pour que Blanquer soit inactif? Ça reste en suspens. C'est une bonne question. Il y a quelqu'un qui a posé la question, je ne les vois passer très vite, donc j'oublie les prénoms. Ouais, c'est dur. Hein. Quelqu'un qui a dit, mais on a prouvé que la contamination est essentiellement… voilà, les personnes asymptomatiques ne toussent pas, ils ne sont donc que très peu contaminants. Okay, et il était démontré que les contaminations étaient principalement manuportées. Non, pas du tout. Pas du tout. La contamination, elle est principalement respiratoire.
Et malheureusement, il y a plein de types qui passent à la télévision pour dire des trucs pour pouvoir passer à la télévision. Et moi, quand j'entends, je vais donner le nom de Voldemort, quand j'entends Raoult passer à la télévision pour dire c'est pas respiratoire, c'est uniquement par les mains, alors qu'il se branle la barbe et la figure depuis 8 mois, j'ai un peu de mal, quoi. Non, c'est légèrement manuporté et c'est beaucoup respiratoire. Voilà. Merci pour ces précisions. J'ai dit le nom de Voldemort. Voilà, ben voilà, c'était dit. Merci à tous les trois. Alors, il y a eu beaucoup de questions dans le chat. On va faire un document questions-réponses qu'on mettra à disposition parce que effectivement, là, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Il y en avait énormément ce soir. Vous étiez énormément à être connectés. Je vous remercie d'avoir participé et d'avoir suivi cette visioconférence. On va justement, effectivement, faire passer les questions-réponses. Et puis, on continue notre action, nous, avec du côté de la science, parce que c'est important d'avoir un apport scientifique pour pouvoir faire bouger le ministère sur la question du protocole sanitaire, parce que pour le SNUIPP, il n'est pas suffisamment renforcé. Il faut le renforcer pour pouvoir continuer à avoir les écoles ouvertes jusqu'à la fin de l'année scolaire, parce que nous ne voulons pas d'une période de confinement pour les élèves. Ça ne serait pas bon pour eux, et ce ne serait pas bon non plus pour les enseignants, mais pour qu'on puisse les garder fermées, ouvertes et pas les fermer dans quelques semaines, il faut vraiment qu'on n'ait pas de contamination à l'interne des écoles. Donc, c'est important d'avoir un certain nombre de mesures dans le protocole. On a eu l'aération, la ventilation, la distanciation physique, la question du masque, toutes ces choses-là. Il faut qu'on puisse porter ces idées-là et puisse faire bouger le ministère. On l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, demain dans les écoles, il y aura une grève sanitaire parce que les enseignants ont besoin de revendiquer un certain nombre de choses. C'est à nous, SNUIPP, de porter toutes ces idées qui pourraient faire changer le protocole. Nous avons aussi, et nous le disons dans nos revendications demain, besoin d'enseignants et d'adultes parce qu'on ne l'a pas dit ici, mais beaucoup le vivent au quotidien. Il y a des enseignants qui sont vulnérables et qui sont chez eux, normal, il faut les protéger. On a aussi des enseignants qui ont le Covid qui sont absents, des enseignants qui ne sont pas remplacés, des enseignants qui sont cas contact non remplacés. Et vous avez, vous, dans les écoles, parfois la classe du collègue à répartir dans toutes les classes et ça surcharge les classes et on n'a pas d'enseignants remplaçants. Donc, on revendique aussi un certain nombre de recrutements. Il faut recruter des personnels comme certains pays européens l'ont fait. En ce début d'année, on a besoin de personnel et d'adultes dans les écoles pour pouvoir encadrer, alléger les groupes et pouvoir assurer la distanciation physique. Voilà, eh bien, je vais conclure et remercier le collectif du côté de la science. Vous pouvez aller sur leur site internet et puis nous ferons passer aussi par nos réseaux sociaux et par le site, notre site internet, tout un document avec les questions et les réponses. Et puis n'hésitez pas à nous en poser d'autres si vous le souhaitez directement via nos sections départementales SNUIPP. Nos sections départementales sont aussi là pour répondre à toutes vos questions qui nous font remonter, des questions notamment administratives ou de droit des personnels. N'hésitez pas, nous sommes là pour ça aussi, au SNUIPP, pour défendre les droits des personnels et défendre l'école dans toutes ces configurations. Merci à tous et bonsoir. Merci à tous de votre participation. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.